Alors, comment est-ce qu'on passe de manifestations pacifiques d'avocats et d'enseignants à un conflit armé qui déchire tout un pays? C'est l'histoire de ce qui s'est passé au Cameroun. Une crise qui a littéralement fracturé la nation et qui a des racines historiques très très profondes. C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut commencer par le chiffre le plus brutal. Plus de 3000 morts. C'est l'estimation de l'International Crisis Group. Et derrière chaque chiffre, bien sûr, il y a une vie, une famille brisée. C'est un bilan absolument tragique qui montre à quel point la situation est grave. Et ce n'est pas tout. Au-delà des morts, il y a la crise humanitaire. Elle est gigantesque. On parle de plus d'1,6 million personnes qui ont besoin d'une aide d'urgence d'après les Nations Unies. C'est énorme. Ce sont des centaines de milliers de gens qui ont dû tout quitter, fuir la violence, simplement pour survivre. Ok, mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment une situation a pu dégénérer à ce point? Eh bien, au départ, tout est parti d'une simple étincelle. Ce n'était pas du tout une guerre, non. C'était des protestations de professionnels sur des sujets très, très spécifiques. Et là, regardez la chronologie. C'est fou comme tout s'est accéléré. En à peine un an, on passe de revendications professionnelles à une déclaration d'indépendance. Ça commence en octobre 2016. Des avocats demandent juste des textes de loi en anglais. Le mois d'après, les enseignants les rejoignaient. Et là, la réponse du gouvernement va tout faire basculer. En janvier 2017, coupure d'Internet. C'est vraiment ça l'étincelle. Le point de non-retour, c'est ce fameux 1er octobre 2017. La déclaration symbolique d'indépendance qui finit dans le sang. Cette citation, elle résume tout. C'est Asang Wilfred, un responsable syndical des enseignants, qui la prononce. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire pour eux. Ce n'est pas juste une question administrative, là. C'est perçu comme une attaque en règle contre leur identité, leur culture et même l'avenir de leurs enfants. Mais en fait, pour vraiment saisir pourquoi cette colère est si profonde, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut remonter à l'histoire du pays, à son héritage colonial, qui est assez unique. C'est l'histoire de deux Camerouns, en quelque sorte, qui ont été réunis, mais qui n'ont jamais vraiment été unis. Voilà le cœur du sujet. Le Cameroun, après le colonialisme, a hérité de deux systèmes complètement différents. Un système britannique d'un côté et un système français de l'autre. Et ce n'est pas juste une histoire de langue, loin de là. C'est deux manières de voir le droit, l'éducation, la société. Deux mondes qui ont dû apprendre à vivre ensemble dans un seul et même pays. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, par exemple, pour la justice, les anglophones ont la common law, basée sur la jurisprudence. Les francophones, eux, ont le droit civil, basé sur des codes écrits. Ce sont deux logiques différentes. Et c'est pareil pour l'éducation. Le bac d'un côté, les examens GCE de l'autre. Ce qui a mis le feu aux poudres en 2016, c'est ce sentiment chez les anglophones que le gouvernement central était en train de tout uniformiser, d'effacer leurs spécificités pour imposer le modèle francophone. Donc en fait, il faut bien voir que les manifs de 2016, ce n'était que la goutte d'eau. En dessous, il y avait des décennies de frustration accumulées, le sentiment d'être un peu des citoyens de seconde zone, le sentiment d'être mis de côté pour les postes importants dans l'administration, et puis cette impression que les richesses de leur région, notamment le pétrole, ne leur profitaient pas vraiment. Bon, on a vu les causes historiques, les racines du conflit, mais maintenant, quel est le prix à payer au quotidien? L'impact sur la vie des gens, sur l'économie, les écoles, la santé, il est, franchement, catastrophique. Une des choses les plus marquantes dans ce conflit, c'est cette tactique qu'on appelle les opérations ville morte. Le principe est simple et terrible. Chaque lundi, en général, tout s'arrête. Plus de magasins, plus d'écoles, plus de transport, rien. Tout est fermé, souvent sous la menace des groupes armés. Ça paralyse complètement la vie de tous les jours et ça asphyxie l'économie locale. Et les conséquences sont dramatiques, notamment pour l'éducation. Les chiffres de la Banque mondiale sont effarants. En seulement 2 ans, le nombre d'élèves inscrits dans le secondaire a chuté de plus de 80%. 80%! C'est une génération entière qu'on est en train de sacrifier. Les écoles sont devenues des cibles, elles sont boycottées, attaquées. C'est un désastre. Et la crise ne s'arrête pas aux portes des écoles, malheureusement. Le système de santé aussi est en train de s'effondrer. On a compté des dizaines d'attaques contre des centres de santé en une seule année. Hôpitaux, personnel soignant, tout le monde est visé. Et la conséquence la plus terrible de tout ça, c'est que la malnutrition infantile, qui était sous contrôle avant, est en train d'exploser. Forcément, l'économie est à l'arrêt. Le développement est complètement gelé. Avant la crise, les projets publics étaient réalisés à près de 90%. 2 ans plus tard, on tombe à peine plus de la moitié. L'insécurité a mis un coup d'arrêt à tout. Et chaque chantier abandonné, c'est une route, une école, un hôpital en moins. C'est un avenir en moins pour des milliers de gens. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quel est l'avenir? Malheureusement, le tableau est assez sombre. On est dans une impasse totale, à la fois politique et sécuritaire. Et si rien ne change, les perspectives sont vraiment inquiétantes. Le truc, c'est que le conflit a évolué. Aujourd'hui, ce n'est plus un mouvement unifié, mais une multitude de petits groupes armés. C'est très fragmenté. Et une sorte d'économie de guerre s'est mise en place, qui vit des enlèvements et du racket. Mais le plus grave, c'est la rupture de confiance.
Le lien entre la population anglophone et l'État est brisé. Complètement. Et sans confiance, comment voulez-vous dialoguer? Économiquement, l'avertissement de la Banque mondiale est très clair. C'est simple. Plus le conflit dure, plus la facture est salée, et pas seulement pour les régions anglophones, mais pour tout le Cameroun. On parle d'une perte potentielle de près de 9% du PIB national d'ici 2025. Ça prouve bien que ce n'est plus un problème local, c'est tout le pays qui en pèle plus. Mais en fait, au-delà de l'économie, le vrai drame, le dommage le plus profond et le plus durable, il est invisible. C'est la perte de ce qu'on appelle le capital humain. Toute une génération d'enfants qui ne va pas à l'école. C'est une cicatrice qui restera pendant des dizaines d'années, même si la paix revient demain. Et au final, cette crise au Cameroun pose une question fondamentale, qui va bien au-delà de ce seul pays. Qu'est-ce qui se passe quand une partie de la population a le sentiment que le pacte de base qui la lie au reste de la nation, ce fameux contrat social, est complètement rompu? Eh bien, la réponse qu'on voit au Cameroun, c'est que le coût de cette rupture, il est juste incalculable.